Petit aparté avant le début de la vidéo précédente n'était pas de super bonne qualité et je m'en excuse, je l'ai un peu bâclé sur le montage, donc celle-là est un peu mieux montée, je l'espère, avec de meilleurs rushs. J'ai essayé, donc comme tu vois, la vidéo est très longue, elle dure 1 heure, mais au moins c'est tout. Tu auras tout, il n'y aura pas d'autre épisode. Début, la fin. Malheureusement, la fin, il me manque énormément de rush parce que sur la précipitation pour pouvoir faire le passeport, il y a beaucoup de rush qui manquent. Donc tu vas voir que ça va aller, on va dire, de plus en plus vite jusqu'à la fin. Bon, j'espère que ça te plaira quand même, mais ne t'inquiète pas, il y aura d'autres projets dans le futur où on pourra prendre beaucoup plus le temps de filmer certaines choses et ce sera fait pour, parce que là on ne sera pas pressé par le temps de devoir faire le passeport ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, donc reste connecté pour le reste, suis-moi sur les réseaux, comme ça tu pourras avoir tout en avant-première, et sinon, je te dis bonne vidéo. Bon, et j'ai pas pu te filmer à lancer parce que il faisait nuit noire, et que c'était pas intéressant, mais tu vois, j'ai quand même vachement bien avancé parce qu'on est déjà sur le train arrière. Hop, et que si t'as un peu l'œil, là-bas ça a bien avancé. Je sais même plus où est-ce que j'en étais avec toi, donc je vais je vais te montrer un peu ce que j'ai fait et selon ce que je t'ai dit, ce que je t'ai pas dit, je couperai ou pas au montage. Donc tu vois là, je remonte le train arrière, mais les plaquettes ont complètement rouillé. Donc hop, on dégage et on met des nouvelles plaquettes neuves. Plaquettes neuves TRW. Hop. Ah, ça a une meilleure gueule quand même. Hein. Hop. Alors non. Même pas oublié de bien remettre le clips, tu vois qu'il pleut. Et là ça m'énerve parce que la pluie, c'est vraiment pas ce que j'avais besoin. Hop, voilà. Donc là, ce qui est important, c'est de remettre la goupille pour pas que ça se barre. Ça, c'est super important. Hop, voilà. Donc là, on a remonté tous les triers d'un côté. Hop, donc tu vois qu'il manque une des barres de torsion aussi. Ça, c'est normal. Je vais changer les plaquettes tout de suite sur celle-là. Quoique, je crois que celle-là, on pas rouillé. Hop, voilà. Donc là, le train, il est quasiment prêt à être remonté. Il faut que je remette du rythme de frein. Donc, du rythme de frein, il faut d'abord qu'on remette ça à l'arrière. Hop. Ah oui, il va falloir qu'on fasse un perçage aussi. On va voir là. Ouais, c'est un bordel, t'inquiète. Donc on a remonté le train, on a remonté le faisceau, on a remonté les amortisseurs, toute une partie du tableau de bord, les vitres arrière, le haillon, le pare-choc, les phares, les vérins, une partie du faisceau. En dessous, comme tu peux voir, hop, on a remonté le réservoir. Le réservoir, il manque les sangles ici qui viennent à tenir le réservoir par le bas et là-bas aussi. J'ai juste mis les écrous. Les sangles, il faut que j'en trouve. Alors oui, on va devoir faire une évo. C'est ici d'origine, tu vois, il n'y a pas de trou dans cette plaque. Et ben on va falloir faire le même trou que lui. Et comme tu peux entendre, il pleut. Hop. Et donc, voilà, comme ça lui, il arrive ici. Et lui, bah tiens, on va le faire tenir ici. Et lui, il faut qu'il arrive là-haut. À la place de lui, déjà, toi, tu dégages. Hop. Il faut qu'il arrive là-haut. Donc il va falloir percer ici. Hop. Ah oui. Le train est équipé de graisseurs qu'on va graisser. Voilà. Et là, hop, on rentre. Voilà. Ça lui fera pas de mal. 3 coups de graisse. Donc appareil à graisser avec son embout. Voilà, pour les connaisseurs. Sinon, vous pouvez pas. Parce qu'il vous faut forcément cet embout là qui vient rentrer dans le graisseur.
Voilà, et à l'intérieur c'est une cartouche de graisse. Une graisse à roulement par exemple Berner, c'est ce qu'il y a dans celle-là. Voilà, parfait. Hop. Tac. On le met à peu près droit. On fait un trou de l'autre côté histoire de... Et comme tu vois, il pleut. Ça c'est pas top. Ok. Donc là, on refait pivoter. Et donc là... Tac. Donc on le resserrera bien comme il faut. Au niveau effectif du voilà. Et là, je ne sais plus du tout comment il se monte. Je crois que c'est voilà comme ça. Et la vis, elle passe à travers ici. Et elle est à l'envers. C'est normal parce qu'en fait, quand j'avais reçu mon train arrière, cette patte là, c'est une patte gauche. Donc du coup, j'ai dû redécouper la patte et la ressouder de sorte à ce que ça devienne une patte droite. Voilà. Grosso merdo. Voilà, comme j'ai dit, tous les serrages on les refera après. Hop. Donc, qu'est-ce qui nous manque? La barre de torsion, de toute façon, ça sert à rien de la remettre parce qu'il va falloir refaire une réglage des hauteurs de caisse. Que l'on peut mettre, c'est directement le train, on peut tout de suite aller le mettre. Bon, alors c'est un peu la merde parce que, comme tu peux voir, il flotte et la 206 est pas forcément dans un super état. Elle tient parce que le Barnum allait s'envoler. Comme tu peux voir, on a tout remis devant, je sais même plus, en fait j'arrive pas à avancer parce que le cric qui a pris la flotte, c'est super, ça fait plaisir. Comme si tu peux voir, le train arrière il est mis, le réservoir il est mis, le frein à main c'est mis, le limiteur de frein c'est mis, tout le circuit de frein c'est mis, l'habitacle, une partie c'est mis, il va falloir que j'enlève la colonne pour pouvoir glisser le tableau de bord. Mais comme tu peux voir actuellement, je vais pas foutre le tableau de bord parce que bah il pleut quoi. Donc je vais pas le mouiller. Normalement il pleut que aujourd'hui. Mais bon, là-bas c'est pas beau. Donc là, objectif, ne pas exploser le résonateur. Donc, objectif, mise en place du moteur. Normalement, on a tout pour pouvoir le placer. Donc il va falloir mettre en place ici. Il faut que je remette juste le... Il faut que je remette un Riesland sur lui. Voilà. Comme ça, lui, il est en place. Tac, tac. Toi, faut que tu sois là-haut. Toi, je ne sais... Toi, si, toi, tu vas là-bas. C'est le clignotant. Bon, alors, comme tu peux voir là, on va placer les deux capteurs de température d'eau. Donc, ces deux-là, c'est ceux qui donnent l'information compteur et calculateur. Étant donné que je ne savais pas lequel, je pense que les deux disaient de la merde. Donc hop, on les remet neufs, les deux. Comme ça, pas trop de problèmes à se faire, enfin du moins, comme ça, pas de doute. Quand il y a un doute, pas de doute. On va changer le filtre à huile, pareil, parce que le filtre à huile, ça va faire un petit moment qu'on l'a pas changé et surtout, on change d'huile. Est-ce que je t'avais parlé des huiles? Je pense que je t'ai pas parlé des huiles. Donc je vais te faire un petit cours sur les huiles. Sur les huiles, tu as différentes viscosités. Tu vas voir les grades. Il est sale quoi. Hop, allez, ça dégage. Donc tu vas avoir différents types d'huile. Donc tu vas avoir communément ce qu'on utilise comme huile qui est de la
15,50. Donc comme tu peux voir là, Motul 300V 15,50. Alors, bah c'est de la merde. Alors, je m'explique, parce que je connais beaucoup de puristes qui vont dire tu dis de la merde. Non. En fait, c'est de la merde parce que bah, c'est pas bon. Pour, en tout cas, l'utilisation qu'on veut. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de la 1060. Pourquoi? Et en l'occurrence, on va utiliser de la Eagle 1060 compétition. Pourquoi je passe de la Motul à la Eagle? Pour une raison plutôt assez simple, c'est la viscosité. Déjà de 1, et son rapport de viscosité. Toujours bien lubrifier votre joint. C'est important, parce que sinon vous pouvez le faire entortiller ou vriller. Hop, voilà. Donc au niveau de tes huiles, ce qui est important, c'est la viscosité à chaud, mais aussi ta viscosité à froid. Plus ta viscosité à chaud est élevée, donc ton indice, le numéro, ce sera important. Alors là tu vois, j'enlève le film doré parce que bah il est quand même bien costaud, hein, il a bien duré, mais là tu vois que ça a sauté, donc on va le refaire. Et ça c'est important de le faire sur vos TU5 JP4 si vous en avez. Parce qu'en fait ici vous êtes collé au collecteur d'échappement, malgré le petit pare-chaleur et l'autre pare-chaleur ici, ça vient à percer. Je parle en rallye, même ceux qui sont pas en rallye ça vient à percer. Alors je ne dis pas en rallye comment vous allez les percer en mode Mach 20, et ça c'est obligatoire. TU5 JP4 en N2S, si vous avez vraiment ça, il faut vraiment obligatoirement mettre un pare-chaleur sur soit une moumoute dessus pare-chaleur, soit ça. Moi personnellement ça vous voyez ça a plutôt bien marché, sauf que là bah, ça a tellement chauffé que ça les a fait décoller. Donc j'utilise de la 1060 parce que 60 indice de viscosité à chaud c'est plus que 50. Ce qu'il faut savoir c'est que après donc 10 points de viscosité c'est énorme. Moi le problème que j'ai c'est quand on est sur un moteur d'origine, qu'on est encore avec un ralenti d'origine à 800 tours, je suis à 0,8 bar voire 1 bar d'huile au ralenti. En passant avec de la 1060, on monte à 1 bar 2 en pression au ralenti, ce qui est énorme. Et nous, ce qu'on veut, c'est de la pression d'huile. On veut assez de pression, mais pas trop de pression non plus. Donc 1060. Alors après, pourquoi de la Eagle et pas par exemple de la Motul? En fait, parce que c'est hors de prix pour rien. Vous allez dans les caractéristiques techniques, je vais vous afficher. Donc là je vais prendre en exemple donc, de la 1060 Le Mans qui est l'équivalent à Motul, enfin l'équivalent à Eagle 1060 là, parce qu'il n'y a pas de 300V en 1060. Motul vous dit, vous voyez c'est à base d'ester, machin, tout ça, technologie de fou et tout. Bon, en fait si vous regardez les caractéristiques techniques de la Eagle, incroyable, c'est exactement pareil. Vous avez les mêmes, identiquement les mêmes compositions, ou du moins les mêmes normes de composition, donc bah, ils sont au minimum identiques. L'avantage de la 1060 c'est qu'on est à 45 € le litre, là on est à 70 balles, 45 € les 5 litres, là on est à 70 € les 5 litres, ce qui est aberrant pour de l'huile. Donc voilà, donc Eagle rapport qualité-prix, et comme je vous montre sur mon tableau, viscosité à chaud à 100 degrés, viscosité à froid à 40, enfin viscosité à 40 degrés, vous verrez que c'est beaucoup, c'est meilleur en fait. Donc voilà, il n'y a pas trop de choix, le choix est vite fait comme on dit. Donc là on va essayer d'enlever la colle. Je pense pas que c'est le plus intéressant. Alors, évidemment on va dire ceux qui voulaient des trucs intéressants comme le train arrière et tout, j'ai déjà tout remonté, mais comme vous voyez il pleut, donc je vous ferai un petit tour quand on sera dans le garage ici, parce que l'objectif c'est de remonter le moteur, de remonter la face avant, et en fait tout l'habitacle, le siège, baquet, tout ça machin, on va remonter ça une fois qu'on sera dans le garage au frais quoi, ça sera mieux, parce que là si on commence à avoir du yo-yo en boucle avec la météo, en fait moi ça va me gonfler. Voilà, comme je disais, il faut bien protéger par contre vos cloches, parce que là, si vous ne protégez pas votre cloche, commence à se percer. Et je rappelle que si ça se perce, c'est de l'huile qui sort, de l'huile à 4 bars de pression, donc déjà ça va pisser. Et pour ceux qui se demanderaient si ça viendrait à se percer,
Vous vous doutez bien que ça perce côté collecteur, hein, parce que c'est là où ça chauffe. Et donc du coup 4 barres d'huile, 4 barres de pression d'huile sur un collecteur à 800 degrés. Vous doutez bien que ça prend feu. Donc c'est ça l'intérêt de protéger notre cloche. Donc voilà, donc ça c'est du scotch à base de fibre de verre. Donc comme tu as vu quand je l'ai décollé, ça c'est un peu effrité. C'est de la fibre de verre après avec un matériau réfléchissant. Donc la fibre de verre tient à être résistante aux fortes températures. Tu vois, là j'en ai un gros, donc ça va directement. Ça, t'es pas obligé de te faire chier à acheter un truc super cher. Je te le dis, parce que c'est pas une science compliquée. AliExpress, mon cher. Évidemment, il y a des bulles parce que bah, en fait c'est conique comme ça. Donc du coup bah forcément tu peux pas faire un tour complet sans que ça s'effrite. Évidemment. Tac. Et là, il y a eu un fail GoPro et j'ai pas assez de batterie. Donc bah t'as pas pu voir le reste. Je me suis pas arrêté. Parce que tu vois, il pleut plus. Il fait beau en 1 heure. Oui. Le moteur est remis. La face avant est remis. Là tu vois, on a remis sur le support moteur PTS. Donc ça c'est un support moteur PTS. Là on a le support moteur PTS. PTS est d'origine. Alors là le problème c'est que bah tu vois là il est pas en contact. Donc il va falloir ajouter une rondelle. Sauf que cette rondelle, il faut la rajouter là derrière et je peux pas. Donc il va falloir soulever le support moteur. Donc il va falloir le soutenir, mais là on va faire plus simple. On va y aller par en dessous avec le cric ici. Et comme ça on va soulever un peu le moteur, laisser la place, enlever celui-là, mettre la rondelle et comme ça on le cale. Comme ça il est complètement emprisonné ici. Et du coup on a en limite les tremblements gauche-droite. Donc ça use moins celui d'en bas. Ça use moins, bah en fait lui va être moins usé parce qu'il va travailler en symétrie avec l'autre. Donc voilà, sachant qu'on est PTS, PTS et en bas PTS, tu peux aller regarder. Les PTS sont 80 chars et le règlement nous autorise 90 chars. On est conforme au règlement. Donc là tu vois j'ai remis en place dans le boîtier fusible le coupe-circuit. Donc lui il part au coupe-circuit là-bas, d'accord. Il arrive ici et là tu vois j'en ai un deuxième. Ça c'est ce qui arrive de alternateur démarreur. Voilà, donc alternateur démarreur. Et après ça va ici jusqu'à lui. Et lui c'est alimentation globale moteur. Ce qu'il faut savoir c'est que dans la voiture, ton alimentation, ici c'est l'arrivée globale. Donc c'est l'alimentation moteur. Et ça ici le petit à côté c'est l'alimentation auxiliaire. Donc ça va être les phares, l'habitacle, tout ça. Ça c'est l'auxiliaire. Alors normalement tu as deux fils ici. T'en as un qui a. En fait, t'as deux fils qui arrivent de l'alternateur. T'as un petit et un gros. Et t'as ces deux-là qui arrivent. Mais comme nous, on doit passer par le coupe-circuit, et ben on en a supprimé un. Lui, on l'a supprimé. Et du coup, là, tu vois, on a un fer plat. Voilà, c'est une pièce en acier qui est juste en dessous. Mais du coup, comme la surface est épaisse, bah t'inquiète pas, ça passe à travers. Donc du coup, voilà. Donc bah là, comme tu peux voir, on a remis le résonateur d'air. Il nous manque plus qu'à remettre. Bon bah la face avant, ça peut attendre, on s'en fout. Un pare-choc et tout, je les ai pas encore reçus. Les ailes, je les reçois vendredi. Commandées neuves, 68 € l'aile neuve. Alors que d'occasion, les mecs ils te les vendent 40 €, 50 €. Elles sont tonchées, faut les repeindre. Là, je les ai 60 €. 68 € à prêter, prêt à peindre. La question, elles arrivent noires. Est-ce qu'elles vont rester noires pour le rallye? C'est oui. Je vais pas les repeindre parce que comme je t'ai dit, la caisse on va cet hiver la faire passer on va lui refaire faire une peinture complète. Donc c'est pour ça que ah oui, attends, je t'ai pas montré. Voilà, ça c'est l'ancien pare-choc blanche. Bleu de l'ancien pare-choc. Alors flemme de tout poncer, de le repeindre en blanc, de le faire ça moche. On le refera quand on aura la caisse complète, quand on refera la peinture complète. On va le laisser bleu comme ça, et ça sera un easter egg. Parce que tu vois, on a encore les autocollants, des bulles, le JT2I, la déco. On fera une déco par-dessus pour histoire de... Voilà, donc là il me reste plus qu'à remonter le bras d'essuie-glace arrière, les feux, etc. Enlever ça là. Rajouter les attaches capot, rajouter aussi les attaches capot devant. Ici tu vois on a les vitres avec encore le numéro de l'Injura.
Les portes, du coup on va réutiliser celle-là. Donc juste à les peindre, à monter les vitres des flagres et remonter les poignées, tout ça. Les rétros, tout l'intérieur. L'intérieur, je sais plus si je t'avais dit, mais il va falloir l'enlever pour pouvoir passer le tableau de bord. Mais du coup, je l'ai mis pour pouvoir déjà tout brancher. Et en fait, ça sert à rien de mettre le tableau de bord si elle démarre pas, quoi. Donc, je vais tout brancher comme ça. Et le tableau de bord, une fois que ce sera bon, j'enlève la colonne. Il y a juste 4 vis. Il y a vraiment ces 2 vis là, les 2 qui sont en dessous. Et la colonne, elle sort parce que là-bas, si tu veux, c'est coulissé. Voilà, ici c'est coulissé parce que en fait, la colonne de direction, elle est obligée d'avoir un endroit de rétractation au cas où s'il y a un impact très violent pour pas que la colonne de direction elle vienne traverser le corps de la personne. Donc du coup, en fait, c'est pour amortir, donc il y a à peu près ça de détente. Voilà, donc c'est ça qui est permissible. Donc voilà. On a une autre galère, c'est le bloc chauffage. En fait, du fait que ici on a ça d'écart. Alors je te rappelle pourquoi on a autant d'écart. Parce qu'on a l'arceau qui passe à cet endroit-là. Donc on a dû décaler. Ok, tu te rappelles? Il y en a qui soudent les écrous dans l'arceau. Terre d'origine, elles sont soudées comme ça. Moi je m'y amuse pas. Alors moi ça m'arrange parce que du coup ça va me avancer du coup de ça le volant, ce qui est pas plus mal. Mais du coup, ici on a un écart. Et là on a un écart. Et du coup ici on a un écart aussi. Et oui, parce que ça c'est là où l'air arrive, se fait aspirer. Donc bon, il va falloir que je résoudre ce problème, qui n'est pas des moindres, un peu chiant. C'est un bloc chauffage, on est obligé de le garder. Liquide de refroidissement qui passe à travers, enfin bref, c'est bien casse-pied comme il faut. Donc voilà. Donc après, ça, je veux dire, c'est des broutilles. Là, il nous manque le canister qui se branche dans ces deux-là. Alors, je vais te faire une image. Voilà, tu vois qu'à l'intérieur, il reste encore les morceaux de l'ancien canister. Paix à son âme, si tu te rappelles, l'impact était juste là. Genre, c'est vraiment là que ça a tout pris. Ah bah tiens, il me reste encore un morceau. Voilà la gueule de l'aile, c'était là quoi. Donc le canister il était branché ici. Donc tu te doutes bien que si ça a vrillé quand le canister il était en miettes. Donc qu'est-ce que c'est le canister pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement un gros réservoir avec du charbon actif dedans, c'est des petites billes de charbon actif. Et en fait, tu as les vapeurs d'essence qui arrivent ici, de la rampe. Donc c'est là. Pardon, tu as les vapeurs d'huile qui arrivent ici. Et tu as les vapeurs d'essence qui arrivent du réservoir. Donc directement depuis le réservoir. Enfin, même pas du réservoir, de lui. Il est là, de la goulotte d'essence. Donc ça, les vapeurs remontent en haut et du coup elles repartent dans ce tuyau qui retourne au canister pour être traité. Donc le canister, lui, il fait vapeur d'huile, vapeur d'essence, sachant qu'en plus de ça, les vapeurs d'huile sont renvoyées dans l'admission par celui-là, mais le peu qui n'est pas renvoyé dans l'admission est renvoyé ici. Très honnêtement, en fait, normalement, il faut un récupérateur d'huile, donc c'est ce qu'on appelle une catch can, si vous regardez d'autres personnes qui appellent ça comme ça, donc un récupérateur d'huile. On n'a pas le droit à une DS, évidemment. Donc, on les renvoie à l'admission, c'est une perte de puissance, logique, parce qu'on renvoie de l'huile dans l'admission, alors que dans l'admission, on veut que ça soit de l'air le plus froid et le plus pur possible, mélangé à de l'essence. Donc là, on mélange de l'essence, de l'air, et de l'air sale, parce que c'est de l'air chargé en vapeur d'huile. Donc voilà. Donc circuit de frein aussi, je t'ai peut-être pas montré, mais tout en cuivre, il était déjà tout prémonté. Donc hop, il revient ici au flexible qui vient dans l'étrier. Donc là, il faut que j'enlève le triangle pour pouvoir mettre les cardans. Circuit de frein qui arrive dans l'habitacle par celui-là, ici, et qui va dans le limiteur de frein, qui après repart jusque derrière, et derrière ça part sur le tronc qui arrive ici. On a refait aussi. Et voilà, et le flexible, on le voit pas bien, le flexible il est là, tu vois. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on est le mercredi 20 août. J'avais dit que samedi elle roule. Alors petite nuance, elle roule genre de là pour faire ça et pour faire ça. Elle aura roulé. J'ai pas dit qu'on allait faire un tour avec. Elle aura roulé. Samedi elle roule. On est mercredi. Le moteur est en place, tout est en place. Faut juste mettre des cardans, un baquet et le volant
Et premier degré, elle tourne quoi. Ah, et de l'essence parce que le réservoir est vide. Donc samedi, large, large, large. On va même reposer le pare-brise d'ici là. Enfin bref, la caisse, je pense que la semaine prochaine, elle est terminée. Allez, c'est parti. Pour toi, ce sera le lendemain. Ok, donc là tu vois, on a le problème de l'écart d'1 centimètre à cause de là. Bah, logique, là il y a 1 centimètre. Et bah lui, tu vois, hop, il y a 1 centimètre. Et là, bah c'est la merde. Comment faire? Je rajoute des vis plus longues. Ok, mais toujours comment on compense les 1 centimètre? On pourrait mettre des écrous, on pourrait faire une cale en acier. Bah, c'est compliqué de les avoir. Bah, je vais te montrer. Voilà. On les imprime en 3D. C'est ça, la magie de l'impression 3D. J'ai refabriqué ma pièce comme j'en avais besoin. Je l'envoie dans l'imprimante qui l'imprime. Donc voilà, donc là on a des petites cales qui sont en train de se faire imprimer. Et donc là, bah, dans 8 minutes, elle sera terminée. Voilà, on aura nos super cales en 3D. Ceux qui se demanderaient est-ce que ça va être résistant, bah en fait c'est donc la pièce là en NASA. Ce qu'il faut savoir c'est que toutes les pièces automobiles généralement c'est de l'ABS, donc de la matière ABS ou du nylon, donc PA6, PA12, donc ça c'est du nylon. Là en l'occurrence j'ai l'impression en NASA, et l'ASA c'est l'équivalent de l'ABS en mieux, meilleure résistance structurelle, température etc. C'est mieux que l'ABS, enfin c'est mieux sur certains points, donc c'est aussi résistant. Donc sachant que le bloc chauffage en lui-même il est en ABS ou nylon, enfin bref, c'est assez. Donc nous c'est pas une pièce avec de la contrainte, et puis elle fera aussi un petit peu caoutchouc de vibration, donc voilà, donc c'est une bonne chose. Voilà, tu vois, maintenant elles sont en place là-bas, et du coup le bloc chauffage il bouge plus, c'est serré, il bouge plus. Bon, tu vois là il y a juste un écart ici, écoute, il y a un écart. L'air passera, il aspirera intérieur et extérieur, donc voilà. De toute façon c'est vraiment que pour quand il y a de l'humidité sur le pare-brise. Parlons pare-brise, tiens d'ailleurs, le pare-brise, il est là. Donc pare-brise de récup, faut qu'on enlève la trace, qu'on enlève ça, qu'on refasse, qu'on enlève toute la colle. Et voilà, avec le petit rétro qui reste. Donc voilà, on le colle demain. Aujourd'hui on est le 22, on le colle demain. Tiens, ah d'ailleurs, j'ai récupéré les ailes neuves, j'ai reçu les ailes neuves. Donc ailes neuves, 68,9 € sur Kyoto. Sinon, tu peux les avoir pour 70 balles d'occasion, avec une couleur délavée, tonchée, rayée. 68,9 €, hein. C'est vraiment pas cher pour des ailes sport. Et puis même tous les éléments qu'ils ont dessus, pare-choc à 40 €, 50 €. Faut savoir que ce pare-choc arrière, ça vient aussi de chez Kyoto, et il est neuf, hein. Enfin oui, plus vraiment, mais tu m'as compris. 50 €. D'occasion, tu vas le trouver genre à 40 € et des bananes. Donc bon, 10 € près, au moins t'as une pièce neuve. Donc voilà. Donc maintenant, bah, on va essayer de remonter le tableau de bord pour pouvoir poser le pare-brise dès demain. Voilà, les cheveux en pétard, ça c'est la marque de fabrique. Ma marque de fabrique. On sort le pull parce qu'il fait froid. Il fait 16 degrés. Non, même pas, 13 degrés. Le matin, tu vois, on est à l'ombre là, et le soleil est pas près d'arriver, donc pour l'instant, bah, c'est bien pour tout bosser, on n'est pas à 30 degrés. Donc j'ai un peu avancé ce que j'ai fait, j'ai mis le coupe-circuit. Hop, voilà, là on va mettre l'extincteur juste à côté. Avant j'avais mis l'extincteur là, la tige elle appuyait contre le bocal de liquide de fond. Donc voilà, donc là on va la mettre juste à côté là, histoire qu'elle touche pas dessus cette fois-ci. Donc on le fait passer derrière le master vac là-bas, tac tac tac, on le fait passer par mon gigatrou où on fait, à la base c'est la clim qui passe ici, et ben moi je fais tout passer par là. C'est plus simple. Donc ça revient du coupe-circuit. Alors je vais te montrer. Comme tu peux voir, le coupe-circuit il est là. Ah oui, tableau de bord, tadam, avec le volant, le contour et tout. Là la coquille elle est en dessous là, ce que j'en vois arriver. La coquille, il faut juste que en gros moi je mets que la partie inférieure, je mets pas la partie supérieure, parce que supérieure en fait c'est mon dashboard, mon shift light. Pareil, je te montrerai le shift light que je fabrique et qui est super. Donc pour l'instant c'est
La version que j'ai, c'est le Proto, donc il fonctionne. Et là, je suis en train de faire une version Evo où on peut l'utiliser sur à peu près toutes les voitures. Parce que là, c'est précisément que pour la 206, donc c'est pas top. Donc j'en étais où? Voilà. Donc là, on a remonté le bloc chauffage avec la commande, parce qu'elle est obligatoire. Enfin, la commande, non. Le bloc, oui. Mais autant le garder parce qu'il faut que ça pulse l'air là-haut. Mais là, tu vois, il y a un écart. Donc en fait, ça va pulser, puis pas vraiment. Enfin bref. Donc, sur ton circuit, alors, donc nous, qu'est-ce qu'on a? J'ai juste simplifié. J'ai l'arrivée, démarreur alternateur. Là, j'ai le retour, boîtier fusible. C'est tout, voilà. Boîtier fusible, alternateur, démarreur. Donc on n'a que deux câbles qui arrivent. Il y a un câble qui arrive ici du démarreur, d'accord? Arrivé, tu vois, les deux fils, ils arrivent là. Et là, ils vont, on le voit pas bien, mais sur le démarreur, d'accord? Le démarreur, lui, il a deux fils qui repartent devant, qui vont à la batterie, d'accord? Que je te montrerai juste après. Et après, là, on a deux fils, tac. Et ça, c'est les deux fils, les deux gros fils qui repartent au coupe-circuit. En fait, moi, j'ai tout doublé, c'est-à-dire que c'est 2 fois 16 carrés. Tu peux mettre un gros 28 carrés ou 24 carrés ou autre, hein, mais moi, j'ai mis 2 fois 16 carrés, ce qui fait 32 carrés. D'accord. La section de câble est super importante parce que bah, moi j'ai eu le cas où littéralement là ça avait pris feu. Voilà, juste ici. Et donc autant dire que c'était pas cool. On a déclenché l'extincteur. L'extincteur qui est juste ici. Comme tu peux voir, il n'y a plus de pression. Voilà, donc celui-là que j'ai déclenché parce que bah, ça avait foutu le feu. En fait, il n'y avait que 16 carrés. Et 16 carrés, ça supporte pas 90 ampères. En 12 volts. Hein, pas en 230 volts. Logique. Donc en 12 volts, ça, les 90 ampères, ils n'ont pas aimé dans le 16 carré. Donc et ben là, on a tout remonté. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? Parce qu'en fait, il y avait deux fils. Moi, j'avais oublié qu'il y en avait un deuxième. Je me dis, bon, il sert à rien. Je l'ai enlevé. Et du coup, il n'y avait plus que 16 carrés. Alors qu'il faut 2 fois 16 carrés. Enfin, du coup, moi, j'ai tout monté en 2 fois 16 carrés. Comme ça, je suis tranquille. Donc, je sais pas si tu as bien compris comment ça part. Donc, ça part de l'alternateur. Deux fils qui vont jusqu'au démarreur. Il y a deux fils du démarreur qui vont jusqu'à la batterie. D'accord? Et il y a encore deux fils qui partent au coupe-circuit. Alternateur, démarreur, batterie, ils sont tous branchés en un. D'accord? Donc, tout ça c'est branché en un. Ça va au coupe-circuit. Et du coupe-circuit, ça repart dans deux fils qui sont là-dedans, sur lui et lui. Parce que là, comme je t'avais expliqué, il y a un petit fer plat. D'accord? Donc, ces deux fils vont dans lui. Et donc là, c'est la gestion globale de l'énergie de la voiture. C'est-à-dire que si là, on coupe le courant, bah, le faisceau moteur n'est plus alimenté, le faisceau habitacle n'est plus alimenté. Donc si le faisceau moteur n'est plus alimenté, le calculateur moteur n'est plus alimenté, et donc du coup bah, le moteur s'arrête. Voilà. Et l'habitacle aussi. Voilà. Donc voilà comment il fait le montage. Il y a les fusibles, hein. Donc si ça pète, bah ça pète. Voilà. C'est quand même la protection d'origine. Il y en a, ils vont crier, oui, c'est pas la bonne façon, machin, truc. Ouvre ta bagnole et regarde comment c'est branché, et c'est le coup, ça marche pas. Parce que moi à la base, je comprenais pas, je coupais le circuit en suivant l'anneau 6, hein. D'accord. Je coupais la batterie, enfin je coupais le coupe-circuit, le moteur continuait à tourner. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est mon branchement. Alors tu vois que derrière là-bas il y a tout plein de fils. En fait c'est pour alimenter les LED, les interrupteurs. Je t'explique un peu. Donc on a les feux de virage, la rampe et la marche forcée du ventilateur. Et la radio, parce que quand la radio elle est branchée pas sur pile mais sur 12 volts, et ben ça permet de la couper pour pouvoir se brancher, pour pouvoir se raccorder, parce que quand tu te raccordes, vous avez tous vécu ça, les gars qui font du rallye, copilote pilote, quand vous branchez votre casque en premier et que votre pilote ou copilote se branche après, ça vous explose les tympans parce que bah en fait il y a une surtension qui passe dans le câble. Donc pour éviter ça, et ben, du coup on coupe la radio, on se branche, et une fois que tout le monde est branché, hop, on remet le courant dans la radio, pas de pic de surtension ou autre, et ça fait pas de quasiment. Donc voilà. Donc ça c'est quand on est branché en 12 volts. Quand on est branché en pile, et bah il n'y en a pas besoin. Après la rampe, je n'utilise plus la rampe Oscar classique, donc le virage il va dégager. Il ne restera plus que rampe et ventilateur forcé. La ventilation forcée, où est-ce qu'elle est branchée? Elle est branchée ici.
Donc je suis juste piqué sur le fil, hein. Attention. Donc il marche toujours en automatique avec les sondes d'eau qui sont neuves, enfin qui sont, ouais, que j'ai mis neuves. Donc il y a une là-bas et une ici qui communiquent avec le calculateur moteur, que le moteur dit ah c'est trop chaud, déclenche 3. Et après vitesse 1, vitesse 2. Sauf que quand il se déclenche en vitesse 1 au début. Sauf que moi, je me suis piqué sur le fil du fusible vitesse 2, enfin du relais vitesse 2. Et je suis piqué sur la masse, d'accord? Donc le fil, moi je me pique après le connecteur ici. Et du coup, après le fil, c'est comme c'est une masse, et ben, il part jusqu'à l'interrupteur. Et sur l'interrupteur, lui, il est relié à la masse qui est ici, d'accord? Donc, quand je vais allumer l'interrupteur, et ben, je vais mettre à la masse le relais. Comme le relais va se mettre à la masse, clac, parce que lui en gros comment il marche le relais, il a un plus permanent et il est piloté par la masse. Donc le calculateur envoie de la masse dans le relais, ça fait claquer la bobine et donc là le courant passe et donc ça fait tourner le ventilo. Donc moi je me suis piqué sur le retour à la masse et donc du coup quand je claque mets la ventilation forcée, et ben je lui force en disant si mets-toi à la masse. Ça risque rien parce que c'est une masse. Si on serait sur du 12 volts, là il aurait fallu mettre fusible, filtre, diode, etc. pour éviter de renvoyer du courant dans le calculateur qui pourrait le faire griller. Pas ouf. Mais là comme c'est une masse, la masse est commune pour toute la voiture. Donc ça risque rien. Moins en tout cas. Donc là on se met à la masse, ça déclenche en forcé et quand le calculateur lui dit ah, déclenche-toi, et ben il se met aussi à la masse, mais comme il y a déjà la masse, voilà, ça fait pas de résistance, donc on est bon. Donc ça c'est comment c'est branché. Donc là, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, juste tout peaufiner, brancher un peu tout ce qu'il y a à brancher. C'est un peu long, mettre des riselets pour passer le faisceau. Tout plein de trucs pas forcément intéressants. Les panneaux de porte, faut que je les rivette. Voilà, alors pour ceux qui se demandent, ça c'est ceux de GD2I et il faut bien redécouper ici, hein, parce que sinon ça passe pas au niveau de l'arceau. Donc voilà, et après on avance. Objectif, on va remettre tout le tableau de bord. Là, comme je t'ai dit, il y a le pare-brise, et là on va mettre le pare-brise. Donc voilà, donc là j'en profitais juste avant de mettre le pare-brise pour mettre les coupes-circuits et autres, comme ça on est pas mal. Allez, j'ai un peu avancé, la GoPro j'ai que 3 batteries, et la carte SD me fait que 2 heures de rush, donc là elle est en train de charger, elle est en train de se vider, donc t'as pas les plans GoPro, POV comme on dit. Donc, désolé, mais cet épisode il est vraiment à l'arrache complet, et pour le coup, alors que c'est l'épisode on va dire le plus important, mais bon, j'essaie de... Ah, l'avion là, les plateaux repas qui font chier, j'essaie juste d'avancer le plus vite possible parce qu'il faut, dans pas longtemps, on est fin du mois et il faut qu'on passe le passeport au plus vite, donc voilà. On est 40 jours plus tard. Je n'ai, mais alors absolument pas filmé. C'est un oubli. Oui, pour toi elle te dirait qu'elle est terminée. Bah tu vois qu'on a les panneaux de porte, les vitres, l'intérieur, bah c'est tout remonté. Volant, extincteur, centre, frein à main, tout ça. Pare-choc, feu, je sais plus ce que tu avais vu. Tac. On a un peu de bleu de l'ancienne. Tout est remonté. Le faisceau, etc. Là, il y a des trucs qui violent, mais parce que on n'en a pas besoin. Là, il faut que je finisse de mettre ça. Il faut que je mette aussi l'autre côté. Là, c'est pas fixé parce que j'ai plus de rivet. Voilà. Donc, il s'est juste posé. Donc voilà. En dessous, bah, pas grand chose. On a le train arrière, ça t'avais déjà vu, il est monté. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est le réglage du train. Ouais, le Gonz l'a même pas encore mis par terre, qui veut déjà régler le train. Donc là, t'as un faux amortisseur, un amortisseur d'origine. On va se baser sur l'amortisseur d'origine pour faire le faux amortisseur. Le mettre à la place de l'amortisseur d'origine. Enlever les barres de torsion.
remettre la barre de torsion en position, enfin bref, je te montrerai après. La ligne d'échappement qui est remise. Là, c'est des ailes adaptables, tellement adaptables que c'est de la merde. Les bras d'essuie-glace, tu vois qu'ici il tape et il vient aussi à taper ici parce que en fait la patte, tu le vois ici, elle est pliée. Comme elle est pliée, bah, ça augmente le débattement logique, donc ça augmente le débattement du moteur, donc il vient taper. C'est relou. Le moteur tout est remonté, ça je crois que je t'avais montré, elle a démarré, magnifique. La cloche, elle est finie d'être remise. Hop, ça, t'avais vu aussi une partie, c'est protégé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Calculateur, là on a, je suis en train de le replacer, tu vois là, on a les bus d'extincteur qui viennent cracher ici, là dans l'électrique, et là-bas côté distrib, donc distrib injection, c'est là-bas. Et donc là, il faut que je perce, que je mette ma patte, et après que je fasse repasser. Là-bas, dans le trou où on passe tout, on peut voir la vitre qui a des bulles, qui est rayée de partout. Et là, oui, et évidemment, on est sur une couleur harlequin, gris, vert apprêté, blanc, gris, bleu, bleu. Tu vois de l'autre côté, rose, bleu, pareil. Et derrière, bleu, bleu, blanc. C'est une caisse harlequin, elle va rester comme ça pour les noirs, c'est très drôle, moi ça me fait rire. Là ici on va marquer, elle est moche mais elle roule. Boulot. Ce qui est vrai, elle est moche mais elle roule. C'est tout ce qu'on lui demande. À l'intérieur, le panneau de porte il est remis. Ça, il faut que je les refasse parce que c'est pas beau. C'était avec mon ancienne imprimante 3D. Maintenant que j'en ai une nouvelle, je peux le refaire mieux. Ici, il y a deux fils. C'est l'arrivée pour le manocontact, non, le manomètre de pression d'huile. La pédale que je t'avais parlé, lui, il n'est pas fixé parce que ici, tu vois, il faut que je fasse des cales en dessous pour pouvoir supporter. Il faut que je perce aussi là-bas. On est pas mal, là c'est tout mis. Ici on va mettre lui après. L'extincteur, tu vois, il est boulonné avec en dessous un écrou et une rondelle. Donc il est emprisonné entre lui et lui, donc il va jamais bouger. Là on a la tirette qui est là. La tirette ici, il faut que je la fasse arriver là. Et là, on va faire arriver comme ça. Donc il va falloir que je recoupe là. On va couper pour éviter qu'on ait 15 km de fil. Limiteur de frein, vous avez vu. Le frein à main. Voilà. Lui, il bouge parce que. Alors déjà, il est vissé ici parce que là-bas, on n'arrive pas à le visser. Je te rappelle, on a vraiment un écart. Enfin, c'est la merde. Le problème, c'est que moi, j'ai coupé la vis en dessous qui supportait lui. Donc là, il faut que je trouver une façon de le visser, de le fixer. Lui, pareil, là-bas, ça a été un calvaire à mettre, mais il est mis. Et le cale-pied, il a été renforcé ici. Tu as deux vis parce qu'en fait, derrière, tu as une plaque en aluminium qui vient faire tac, tac. Et donc là, pareil, on l'entend. Voilà, il y a une plaque en aluminium juste en dessous pour renforcer le cale-pied. Donc voilà, et une fois que là j'aurais fait passer les tirettes, les extincteurs et tout, on va pouvoir remettre le cache airbag là, la buse qui sert à rien et la boîte à gants. Donc voilà, le rétro, hein. Il n'est pas obligatoire en N2S. Noir sur blanc dans le règlement, c'est marqué qu'on a le droit de l'enlever. Il en faut que deux obligatoires donc. Les deux extérieurs, l'intérieur n'est pas obligatoire. Ils peuvent nous casser les couilles pour un rien, les commissaires. Et comme ils savent pas lire les règlements autant que nous, pas qu'on sait mieux lire le règlement, hein, ce qui est pas vraiment vrai à chaque fois. Mais voilà, au moins il m'emmerde pas, et puis comme ça fait. Derrière, j'ai aussi re-rifté les vitres. Voilà, avec les belles vitres. Ça c'est le numéro de l'Injura, si on se demande. Tu vois, regarde. Hop, rallye Injura, tu vois. Donc voilà, plus qu'à lui mettre les petits autocollants obligatoires, peindre lui en rouge et lui mettre l'autocollant, enlever 2-3 traces là-haut, parce que ça à la base c'était pour faire une trappe de toit. Pour faire une trappe de toit F2000, donc j'avais pris les cotes pour pouvoir le faire. Maintenant j'ai un scanner 3D, donc bah,
scan 3D, au moins du coup j'ai parfaitement l'angle que je voulais. Si j'arrive à te faire te filmer la suite, c'est pas dit, mais j'essaye. Il faut faire plus que les deux coupe-circuits, enfin les deux tirettes de coupe-circuit d'extincteur. Donc il y a celle-là à le mettre là. Et après il y en a une autre qui vient se mettre là. Donc voilà. Ah oui, j'ai reçu aussi mes M10 par 150 et pas 7 par 16 UNF. Ça avance, ça avance. On essaye de faire au mieux. Je peux pas remonter les baquets parce que il y a ça. Est-ce que tu vois l'équerre de baquet? Comment elle a plié? 3 mm d'acier, et c'est un acier, c'est pas un acier chinois, c'est de l'acier français, et c'est de l'acier très costaud. Elle a vrillé comme plat pendant l'impact. Je rappelle quand même qu'on tape à 70 km/h, à peu près, 60-70. Ça c'est de l'alu, et ben je t'assure que ça c'est moins résistant que ça. Donc en fait elles on fait fusible en fait si tu veux. Tu vois, celle-là elle a pas trop vrillé. Celle-là elle a pas trop vrillé, mais elle a vrillé ici, comme tu peux voir. Et celle-là, tu vois, elle a vrillé ici. Ici, là elles ont vrillé ici. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, alors ça c'est des équerres sur mesure, hein, donc elles sont découpées au laser, pliées, et elles ont parfaitement, en fait, si tu veux, l'espacement pour pouvoir se mettre sur une 206. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah ça fait fusible, et du coup c'est pas le baquet qui a cassé dans les fixations, c'est l'équerre. Donc ça montre quand même que c'est costaud. Puis c'est toujours le concept de ces éléments, c'est des éléments fusibles, comme un longeron. C'est-à-dire que un longeron c'est fait pour se faire écraser, pour que c'est le longeron qui prenne et pas le reste de la caisse. Pareil, les équerres elles sont là pour faire fusible, c'est elles qui prennent et pas le baquet et pas nous du coup. Donc ça en soi ça absorbe une partie de l'énergie du choc, donc c'est une bonne chose. Faut savoir qu'on a tapé comme ça, hein. Bam. Donc le choc en était assis comme ça, donc en fait bah, tout a pris dans les équerres. Il faut savoir que le plancher de la caisse a fait ça, hein. Le plancher de la caisse c'est complètement vrillé, donc c'est pour ça que les équerres ont aussi plié à cause de ça. Logique, t'as une partie, t'as l'équerre gauche c'est qui bouge pas, et t'as l'équerre droite elle fait comme ça. Bah en fait c'est l'équerre qui a plié et c'est pas le baquet qui s'est mis à casser ou autre, donc voilà. Et suite. Bon, et bah là on a un module média maintenant, donc sur la GoPro. Donc là maintenant, bon, c'est un peu plus le bordel, un peu moins le bordel, un peu plus le bordel. Je sais pas trop. Alors, le tuyau d'extincteur qui part derrière là-bas, tac tac, et il va dans le trou où tout passe, le trou à tout passer. Il arrive là. Voilà. Donc va falloir le faire arriver. Donc va falloir que je rajoute ce raccord là pour le faire arriver ici. Le tuyau, il est juste derrière ici. Donc le tuyau va falloir le faire arriver de derrière là pour qu'il arrive là. Donc faut qu'il arrive ici. Hop. Il faut aussi qu'il remonte jusque là, parce que là je pense que tu dois voir, il y a par là la tétine qui sort. Ça le coup t'as rien vu du tout. Donc là ça a été un peu tendu parce que j'ai un raccord pas sûr du truc. Je vais voir comment je fais et je te reprends à ce moment là quand c'est fait. Bon, hop, comme tu peux voir là on a le raccord. Ici, on a le tuyau qui est fixé et qui vient ici. Ici, là tu vas me dire, ah, mais fais gaffe, il est trop près de la pédale, t'inquiète pas, on va le replier, on va le faire passer bien en dessous comme il faut. Tiens, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Hop, voilà. Maintenant, on est loin de la pédale. Voilà. Et il passe bien au fond et il ne bouge pas. La buse, elle sort ici. Alors, sur les extincteurs, comment ça marche quand vous avez un extincteur Sparco, Life ou autre? Vous avez de la gaine en aluminium comme ça, c'est du tuyau d'aluminium, voilà,
qui se coupent, d'accord. Et vous avez des T, des raccords comme ça, avec ici ça se clipse, ici ça se clipse, et là vous avez la tête de buse, voilà. Et vous avez aussi des T où c'est des 3 raccords, logique, hein, arriver là vers une buse, là vers une autre buse, et après vous en avez carrément, voilà, c'est des un tuyau ici, et là on a ça asperge, comme on retrouve par exemple ici, ça arrive, la buse ça arrive, la buse ça arrive, et là où c'est juste un T, donc il y a juste la buse en elle-même. Alors, avant que vous fassiez avoir si vous construisez une caisse, ça toujours fixé avec une platine en acier, en alu, ce que vous voulez, mais jamais avec des riselons. Voilà, il faut que ça soit fixé comme ça, en rigide, comme ça et comme ça. Pas de tenue par un riselon ici. Il y en a, ils vont dire oui, moi je sais comme ça et ça marche très bien. Je vous assure maintenant que le commissaire vérifie bien et c'est marqué dans le règlement, faut que ça soit tenu. Donc pareil, ici c'est tenu par le tableau de bord. Là-bas aussi. Bon là c'était l'ancien trou mais il était trop haut. Donc là on va pouvoir remettre la boîte à gants. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir ici qu'on fasse le cale-pied, je t'avais dit. Il faut que je crée des cales en dessous de ce côté pour bien le tenir. Parce que là comme tu vois c'est pas bon. Enfin, il y a un trou quoi. Je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire. Mais c'est chiant. Après va falloir qu'on fasse la pédale d'axel en carbone. Passer aux fixations du faisceau pour pas qu'il bouge. Je fais ça grâce à des petites pièces imprimées en 3D, voilà, avec du double face derrière. Pourquoi ça ne fait pas de focus? Je ne comprends pas. Ou c'est moi qui vois flou? Possible. Hop, à l'intérieur on y fait passer un riselant. Voilà, ce qui fait que si un jour j'ai besoin d'enlever le faisceau, j'ai juste enlevé le riselant et pas l'attache. Je remets un autre riselant et ça repart. Voilà, donc là j'en ai mis un là. Donc, voilà, et on va en mettre un là. En mettant là, un là, et on fait ça de partout, jusque derrière, même sur les freins, etc. Voilà, allez, c'est parti. Bon, je t'avais laissé sur la fixation du faisceau, tu vois qu'il est tout fixé, devant, derrière, tout est mis, là-bas aussi. Et là, je suis en train de faire les câbles d'extincteur, donc comme tu peux voir, je les ai raccourcis. Donc là, hop, on a coupé la gaine avec une tenaille, et le câble ici, tu le coupes avec une pince à câble, d'accord, alu plus cuivre, donc tu peux couper de l'aluminium et du cuivre, et ça à ton avis, voilà, bon c'est de l'acier mais c'est de l'alu, c'est pareil, enfin c'est même résistance. Donc là, tac, lui on le fait passer comme ça, on va le faire venir comme ça, voilà, pour, voilà, il pivote toujours, donc là on va lui laisser un petit peu de marge, mais on va le, donc tac, couper à peu près là. Pour le couper là, hop, on prend la pince, on se met là, et là, coup sec. Et tu vois, on coupe bien, sans effilocher, comme ça le câble. Le câble il est nickel, et là on va prendre une gaine. Et là tu vois, on a une gaine transparente, thermo-rétractable, hop, on va la couper de moitié. Tac, et on va la rentrer, pour éviter qu'en fait le câble s'effiloche. Hop, et là, voilà, hop, on est pas mal. Là, on le met en place à ce niveau-là. Là, je vais mettre lui un peu plus loin pour une raison, pour tester que le câble marche bien. Enfin, il marche, il fonctionne bien. Suite. Attends, je te montre. Tada! Alors, elle a des roues. On pourrait la foutre par terre, mais il y a un truc qui va pas. Et c'est pas le bon pare-choc. Je te montre le bon pare-choc. Ça, c'est le bon pare-choc. Ça, c'est pas le bon pare-choc. Ici, tu vois que la grille, elle est beaucoup plus grande. Avec ici le rebord. Les anti-brouillards, c'est pas les mêmes. Bref, c'est pas tout pareil. Et oui, je me suis fait niquer. Je pensais que c'était le bon, mais en fait, j'ai pas fait attention. Et c'est pas le bon pare-choc. Je reçois le nouveau pare-choc normalement dans quelques jours. On est vendredi. J'espère qu'il va être expédié aujourd'hui, qu'il parcourt la France demain. Et que je le reçois mardi. Parce que mercredi matin,
passage du passeport. Ouais. Si je l'ai pas à temps, bah je récupère celui de la bleue là que t'as vu. Je le mets là et en attendant de recevoir le nouveau, comme ça au moins pour le passeport, il y a le bon pare-choc et ils font pas chier. Ok, tu pourrais te demander, c'est toutes les mêmes moulures. Donc ceux qui disent que les moulures de pare-choc de sport ne sont pas les mêmes, c'est faux, c'est les mêmes. Il manque que ça, parce que là j'ai des jantes. Oh, là j'ai des jantes. Et qu'est-ce qu'on a là? 8 pneus en cook, comme tu peux voir. Juste là, des 190, 540, 580 R15 86H. Et c'est des Z205 achetés chez Magasin des Pilotes à Corba. Ils sont sympas, vous pouvez y aller. De toute façon, c'est les seuls revendeurs en France. Après, c'est des petits revendeurs, mais tout part de chez eux. Donc, si vous êtes proche de Lyon, allez directement là-bas. Vous payez pas de frais de livraison. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir les pneus. Vous êtes à l'usine. Enfin, pas à l'usine, à l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on a du coup? Il faut savoir qu'en N2S, bien sûr, ça c'est le haut de gamme. On pourra pas faire mieux en pneus. Donc, nous avons des W53. Alors tu vois ici, ça c'est la monte d'origine, hein, donc 195 50 R15, donc ça c'est ce que tu as standard sur des pneus classiques, genre je te monte par exemple sur ma super Clio 3 RS, par exemple ici tu vois 215 45 R17. Donc si tu sais pas, que je te fasse un petit cours, 195 c'est les millimètres de la bande de roulement, d'accord. 50 c'est le pourcentage de la bande de roulement pour le flanc, donc 50% de 195 mm c'est la taille du flanc, donc ça veut dire que c'est 195 divisé par 2, et R15 bah, c'est le diamètre de la jante. Après il y a la largeur en pouces, hein, 6 pouces, 6 pouces 5, 7 pouces. Là au dessus tu as du 190 580 R15, pourquoi? Bah, parce que là on est sur la vraie cote, 190 mm de bande de roulement avec 58 mm de flanc R15, voilà, parce que du coup le flanc c'est pas vraiment 50%, là c'est 58 mm. Du coup qu'est-ce qu'on a en tendresse? Ah oui, d'abord ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des pneus qui sont homologués route, parce qu'en N2S en fait t'as pas le droit aux pneus de compète, donc t'as pas le droit aux Pirelli, aux Michelin, t'as uniquement le droit aux pneus qui sont homologués route. Qu'est-ce qui est homologué route? Et bah il faut que là sur tout le côté il n'y ait rien marqué, sauf DOT, que tu vois ici, DOT, et E4. S'il y a l'un ou l'autre ou les deux, c'est homologué. Voilà. Et tu vois qu'il n'y a pas de mention fort compétition, only for compétition, comme par exemple des Michelin ou des Pirelli. Des T72, T53, T33 et W53. Alors, et là on a la feuille. Alors je vais me mettre à l'abri du vent pour te montrer. Oh, c'est tout vide. Tiens. Donc T33 ce sont des durs, T53 des médiums, T72 des softs et les W53 des soft pluie. Et tu vas voir qu'ils ont en fait, voilà, pour le type de surface d'asphalte, lisse, moyen, abrasif, la pluie et la température de l'asphalte. Voilà. Les pressions qui sont recommandées, et si on a besoin de les retailler, ça c'est le retaillage homologué par le constructeur. Alors, oui, on n'a pas le droit de retailler les pneus en N2S. Moi, il y a une seule chose. Si retailler les pneus, ça me permet de rester sur la route et pas de me sortir, je m'en tape, je le dis ouvertement, je retaille les pneus. Parce que c'est une question de sécurité et pas de performance. Faut arrêter, il faut aller se faire enculer. Ne dire pas retailler les pneus et que tu te fous en l'air à cause de ça, et je suis pas d'accord. Donc c'est pas marqué noir sur blanc dans le règlement que tu as le droit, mais c'est pas marqué dans le règlement non plus que tu n'as pas le droit. Et moi j'ai regardé dans le code de la route, si le pneu peut être retaillé par le constructeur, alors on a le droit. Donc c'est comme en montagne. Donc techniquement on a le droit, enfin bref, voilà. Donc faites comme vous voulez, retaillez pas, de toute façon les commissaires ils regardent pas, et s'ils regarderaient, on serait pas sorti de l'auberge. Comme tu peux voir, tout le garage est vide. Il manque juste les baquets à mettre dans la voiture, la boîte à gants, enfin tout ce qui est dans cette caisse quoi. Les harnais et les équerres que je te parlais. Donc là elles sont neuves, elles sont prêtes, je vais les peindre en noir. Et après on les monte dans la voiture, après il faudra changer le pare-choc et l'avant. Les mousses, elles sont toutes mises. La radio, elle est mise derrière. La mousse, il faut la mettre là où ça ne vous gêne pas. Donc moi là c'est mis de façon à ce que ça soit accessible pour le casque, mais on les remettra en place quand on aura le casque et tout pour bien mettre, mais là elles sont juste mises à l'arrache pour le passeport, ça c'est fait. La lampe copilote elle est placée là-bas, faut finir de remettre là-bas la boîte à gants et tout, et là tu vois j'ai mis des pastilles, d'ailleurs il en manque une ici, donc tu vois c'est des pastilles imprimées en 3D, qu'on colle au silicone, comme ça c'est étanche. De base c'est des trucs comme ça, là c'est des pastilles
Et sinon, par bout, c'est mis, les roues aussi. À l'arrière, c'est fixé et rifté. Là aussi, il manque des rivets à 2-3 endroits parce que j'en ai plus. Et là, pareil, devant, les pare-bouts, c'est remis. Voilà, donc là, c'est des jantes vraiment juste pour dire de passer le passeport. Parce que, en fait, il faut monter les pneus sur les jantes et je pense pas avoir. Étant en vacances, c'est un peu compliqué de retourner au taf pour monter les pneus. Donc, si j'ai le temps, lundi ou mardi, je vais essayer. Si j'ai pas le temps, bah, elle passera le passeport comme ça, et puis on s'en tape quoi. Et ben, je te reprends une fois que j'ai un petit peu avancé. C'est galère de tout filmer comme tu as pu le voir, mais là je te fais une big vidéo où il y a tout dedans. Alors, voilà. Ah bah en fait c'est déjà tout remonté. Donc voilà. Là tu vois j'étais en train de mettre ces petits caoutchoucs, enfin non c'est du tube silicone avec un riselant à l'intérieur qu'on met comme ça et du coup ça bouge plus et ça évite que les harnais, tu vois, ils bougent trop. Voilà, donc en gros ils vont pas plus loin que ça. Tac. Donc là j'en mets un ici et là-bas je vais en mettre sur la tâche de la roue de secours parce que la tâche de la roue de secours elle est prise sur l'arceau aussi ici. Donc voilà. Donc tu vois ici que j'ai mis le support, les baquets, les harnais, ils sont mis. Les équerres que tu avais vues, maintenant elles sont toutes noires, magnifique. Lui, bah je l'ai fixé, donc j'ai bougé tu vois le trou, je l'ai mis ici et puis là-bas. Donc là il y a un trou, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, lui viendra comme ça. Il manque plus qu'à mettre lui là, à notre pression qui est là. L'avantage c'est comme ça, quand je suis dans la voiture, eh ben, j'ai mon indicateur. Là-bas il y a la batterie et il y a la pression d'huile. La batterie, pourquoi? Ça permet de savoir si tout de suite que je vois s'il est allumé, c'est que le coupe-circuit il est mis, même si le contact est off. Et surtout ça me permet de voir en course si je suis bien à 14,4 volts et non pas à 12,4. Parce que si je suis plus à 14, je sais que l'alternateur a lâché. Voilà, par exemple. Et comme tu peux voir, le fusible qui vient de péter juste ici. Et ce fusible, c'est lui. Donc, il va falloir que je comprenne pourquoi. Et oui, parce que là, ici, du coup, il y a une petite LED rouge qui s'allume quand le fusible a pété. Ça permet de savoir tout de suite. La boîte à gants, voilà. Donc, tu vois, elle est obligée d'avoir découpé la boîte à gants parce que sinon, elle passe pas là-bas. Donc, ça, c'est obligatoire. La tirette de coupe-circuit qui arrive d'extincteur. Tu vois, ça arrive tout là. Dans l'angle, c'est galère mais au moins ça passe. Donc là bah, j'étais en train de mettre l'arrière, de tout finaliser. Et il me reste juste à... Ah oui, les attaches capot à l'arrière. Voilà ce que tu dois faire, tu dois charcuter le trou, il doit être immense pour que ça passe. Et je te recommande fortement de mettre les tirettes dans ce sens-là pour que quand tu viennes ouvrir ton capot, tu as juste à prendre ta main droite et ta main gauche et tu tires vers toi et du coup ça ouvre le capot. Voilà. Donc moi je me suis mis à la place des tampons. Et donc là, bah, faut faire des gros trous, charcuter et y aller petit à petit et pas trop vite. Pour ce qui est de l'avant, pareil, il faut légèrement recouper. Moi, je les ai mis ici et pareil là-bas. Voilà, voilà. Bon, là, faut que j'avance parce qu'on est samedi et le passeport, il est dans vraiment pas longtemps. Donc, il faut que je termine tout ça au plus vite. Catastrophe. Bah, je t'ai rien filmé sur la fin. Donc, ça va être la fin de la vidéo. Mais attends, pas terminé. Ça va être la fin tout court. Car si tu peux voir, là, elle a un numéro de course. Là, il y a les pubs du rallye. Bah en fait, on vient littéralement de finir la noix. Donc le passeport est bon, forcément. Le passeport, il est là. Voilà. Passeport N2S. Donc la voiture, et bah là, on vient de finir le rallye de la noix. Numéro 154 sur les portes, achat. Et elle est revenue intacte. Et on a fini le rallye. Ouais. Putain, 4 rallyes. 3 rallyes. Baldomérien, l'embrayage qui a lâché, Pays du Gier, abandon pour raison personnelle, un Jura, sortie de route, et là, donc j'ai jamais terminé un rallye. Voilà. Rallye national de la Noix de Grenoble, terminé. C'est pas une victoire, je finis dernier, littéralement dernier, 113e, mais pas dernier parce qu'on est parti 156 voitures, et je finis 113e. Donc moi j'ai pas abandonné, donc j'ai terminé. Alors pourquoi je finis dernier? Parce qu'il a fallu reprendre confiance, il a plu énormément. Et en fait sous la pluie j'ai pas repris du tout confiance. Donc c'était pas évident. J'ai été très prudent. La voiture ne se conduit plus du tout pareil. Parce que j'ai dû changer les ressorts. Voilà. Donc ça c'est des ressorts en 50 newtons. Et d'origine j'avais des ressorts en 60 newtons. Donc comme tu peux voir ici, 60. Comme tu peux voir ici, 220, 60. Et bah la voiture est beaucoup plus souple et là enfin la voiture elle se comporte comme il faut entre la barre de 19, les ressorts,
les hauteurs de caisse, enfin, ça a plus rien à voir. La voiture est vraiment plaisante à rouler. On a très peu roulé sur le sec, donc j'ai pas pu vraiment tester quoi que ce soit. Là, c'était vraiment subir, hein, j'assume. Mais le prochain rallye en 2026, donc le premier rallye de la saison, lui on subira pas, on sera sur le sec, je l'espère, et là on pourra vraiment prendre plaisir. Les pneus, ça ne se roule pas du tout pareil. C'est pas des Yokohama, c'est vraiment des pneus de course. Faut les faire chauffer. Quand ils sont froids, ça glisse, mais dès qu'ils sont chauds, bah ça grippe. Mais là, on avait un goudron assez bizarre, très granulé à certains endroits, et enfin des goudrons gravillonnés. Et je ressens pas le grip dessus, donc bon, bah voilà. Donc là, on l'a fini, juste pour dire de l'avoir fini. J'en suis très content. Et voilà, j'ai fini dernier, mais le prochain, on finira pas dernier, ça c'est sûr. Et on va essayer d'aller étape par étape et d'avancer. Alors sur la voiture, bah voilà, hein, ce que tu n'avais pas vu, on a un super lion, voilà, au-dessus. La déco qui est un petit peu, bah forcément, il y a tous les sponsors qui m'ont aidé, donc CMD, Construction Métallique de la Dombes, Bourgoin Dépannage pour le transport de la voiture, pour l'assistance, etc. BTF aussi un sponsor qui nous a aidé. Après Motor Series, surtout pour tout ce qui est aide pour les cartes copilotes et pour les bouclages et pour les reconnaissances. Ça c'est vraiment super bien. Et après bon bah après un peu tout. Tous les autres qui nous ont fourni les pièces. Donc voilà, tu as à peu près déjà tout vu. La voiture, il n'y a pas grand chose d'autre qui change, hormis que les roues sont du coup montées avec les pneus. Donc là, bah, c'est des super tendres, enfin super soft, droite. Voilà, ça c'est comme ça, je les note. Pneus qui ont été retaillés. Voilà, par exemple, ici, ici et là. Donc ça, c'est super soft pluie. Donc ceux-là, je les ai retaillés volontairement pour la pluie. Donc voilà, faut manquer carrément, genre là, mettre des gros coups d'ouverture, mais honnêtement, on a roulé sous un déluge de pluie. Ça grippe. Donc, mais j'étais pas du tout confiant. Donc, je suis très, 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 très loin de la limite du grip, mais ça grippe. Ah oui, la rampe de phare. Voilà, une rampe laser, donc la grosse rampe. Donc, pour ceux qui voudraient la référence, voilà, c'est ça, c'est donc c'est la triple R 16. Donc c'est les grosses rampes que vous voyez sur beaucoup de groupes R et autres. Donc voilà, c'est une grosse rampe et au moins là par contre on voyait comme s'il faisait jour, on a fait 3 spéciales de nuit et là la rampe j'étais content d'avoir cette grosse rampe là et pas l'ancienne. Donc ça va conclure bien le chapitre sur cette 206 N2S. Il n'y aura pas de vidéo sur la note Grenoble parce que bah, j'ai pas filmé. Pour vous dire, on n'a même pas mis la GoPro, donc j'ai même pas de caméra embarquée. Voilà, c'est comme ça. Il y en aura pour Faverges. Peut-être un vlog, peut-être pas, je sais pas, on verra. Si ça vous intéresse, dites-moi, je le ferai. Sinon, dans la suite des vidéos de montage, eh ben, on va avoir de la suite. On va laisser un petit peu passer l'hiver et certainement courant décembre, janvier, je vais sortir une vidéo qui sera totalement différente. Nouveau décor, nouvelle voiture, nouveau projet. Ça va être la remplaçante de celle-là. Alors, disclaimer, ça prendra peut-être 2 à 3 ans hein, à se construire. Ça va pas être tout de suite. On sera peut-être sur 1, 2, 3 et grand max 3 vidéos, 4 vidéos par an parce que bah, ça coûte très cher, mais je vais essayer de vous les faire les plus qualitatifs possibles, et là je rentrerai vraiment dans le détail, parce que là j'aurai le temps, j'ai pas un passeport à passer, donc là j'aurai le temps de vous faire vraiment toutes les vidéos, de vous montrer toutes les étapes, et là on va vraiment essayer de faire 99,9% tout seul, donc aérogommage, peinture, soudure, tout. Ça va être super, je l'espère. Et bah, du coup, moi je vous dis à début d'année, passez de bonnes fêtes de fin d'année 2025 et on se retrouve en 2026. Ciao!